Salut, 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 c'est Paul ASMR. Ce soir, pour terminer la semaine Halloween, je vais te lire, évidemment, 3 histoires effrayantes, 3 creepypasta, comme on les appelle, j'en ai jamais lu. Donc on va se découvrir ça ensemble, tranquillement. Donc si t'es vraiment une quiche molle de compétition, quitte la vidéo. Mais sinon ça devrait aller quand même. C'est une histoire, donc t'inquiète, relax. Hein, y a l'écran qui te protège. Il n'y a aucun souci. On est là pour passer un moment un peu spécial, on va dire, un peu qui nous fait un peu voyager, tu vois, qui nous fait frissonner peut-être, mais il n'y a aucun risque. D'accord? Donc, relax, on est parti avec la première histoire. Donc, installe-toi et ouvre tes oreilles. Alors, la première histoire s'appelle La petite fille avait reçu un cadeau bien spécial. Ou alors, le conte de la vieille poupée. Ouais, je te laisse choisir. Alors, une petite fille reçoit un étrange colis le jour de son anniversaire. À l'intérieur, une ancienne poupée, hideuse, effrayante, à l'aura diabolique. Les jours de l'enfant sont désormais comptés. Lucie est une petite fille comme les autres. Le matin de son anniversaire, sa maman la réveille et lui annonce que le facteur a délivré un colis adressé à la fillette. Surexcitée, l'enfant s'empresse, sans ménagement, de déchirer le papier d'emballage et d'ouvrir le carton. Elle pousse alors un cri strident en découvrant le contenu du paquet. C'est une vieille poupée, la plus horrible et la plus répugnante poupée que la jeune Lucie n'ait jamais vue. Alors peut-être que je t'afficherai une photo qui va s'afficher d'un coup, qui va disparaître, je ne sais pas. C'est vrai qu'elle a vraiment une sale gueule pour le coup. Ouais, dégueulasse. La poupée est complètement chauve. Sa peau, toute craquelée, est recouverte de salissures. Mais le pire de tout, dans ce sinistre spectacle, ce sont ses dents, anormalement longues, pointues et gâtées, bien loin du sourire éclatant de blancheur et de pureté des poupées traditionnelles. Elle donne aux jouets une allure bestiale, mauvaise. Dans un frisson d'effroi, la petite Lucie jette la vilaine poupée dans un coin de la pièce, le plus loin possible d'elle. Sa maman la réprimande sèchement. Tu sais, la personne qui t'a envoyé ce cadeau a dû se donner beaucoup de peine pour trouver une poupée aussi ancienne. Il devrait être reconnaissante d'une telle attention, finit-elle d'un ton sévère. Là au moins, je n'aurai à supporter la vue de cette chose immonde et diabolique, se dit Lucie. Ah non, attends, je me suis trompé. Désolé. Oui donc, c'est pas grave. Donc du coup, Lucie voulut protester, mais sa mère ne voulait rien entendre. Elle força la fillette à garder le présent. Frustrée, mais néanmoins obéissante, Lucie alla cacher la vilaine poupée dans un placard sous l'escalier, en prenant soin de la dissimuler derrière une grosse pile de boîtes de chaussures. Là au moins, je n'aurai à supporter la vue de cette chose immonde et diabolique, se dit Lucie. L'esprit tranquille, la fillette put ainsi profiter du reste de sa journée d'anniversaire, accompagnée du traditionnel gâteau ainsi que d'autres cadeaux
bien plus plaisant. La nuit même, Lucie, qui dormait profondément, fut brusquement réveillée par un étrange bruit qui provenait de l'étage inférieur. C'était comme si on traînait un quelconque objet sur le plancher de la maison. Toujours allongée dans son lit, la petite tendit l'oreille pour trouver l'origine du mystérieux bruit qui retentissait inlassablement depuis 5 bonnes minutes. Puis le bruit changea. On aurait dit maintenant le son de petits pas légers, rapides. Lucie était maintenant terrifiée, tremblant de tout son corps, incapable de bouger de son lit. Depuis toute petite, elle dormait toujours avec la porte de sa chambre ouverte, bénéficiant ainsi de la lumière du couloir qui faisait office de veilleuse, car Lucie avait, comme bon nombre d'enfants, peur du noir. C'est alors qu'elle entendit quelqu'un murmurer dans un souffle à peine audible, d'une voix faible et rauque. « Lucie, Lucie, je suis sur la première marche. » Puis l'étrange voix se tut, et la fillette entendit le bruit caractéristique de quelqu'un qui tourne les talons, s'éloignant pour disparaître d'où il était venu. La pauvre enfant était tellement effrayée qu'elle ne put fermer l'œil de la nuit. Elle resta couchée dans son lit, figée, les yeux grands ouverts, jusqu'à l'aube, où sa maman vint la lever pour se préparer à aller en classe. Lucie tenta d'expliquer à sa mère ce qui était arrivé pendant la nuit, mais la fillette était tellement épuisée qu'elle crut sa maman quand celle-ci lui répondit que ce n'était rien, qu'elle avait fait un mauvais rêve, voilà tout, ça doit être cela, se convainquit l'enfant. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Lucie le sentait. Elle supplia ses parents de jeter la poupée aux ordures, mais ces derniers lui rétorquèrent que c'était un cadeau, et qu'un cadeau ne se jette pas. Le soir venu, Lucie alla se coucher de mauvais cœur. Juste avant, afin de se rassurer, elle alla jeter un œil dans le placard sous les escaliers, derrière les boîtes à chaussures. L'affreuse poupée était toujours là, à l'endroit même où la fillette l'avait cachée le jour précédent. Un peu rassurée, l'enfant monta se coucher, tout en tentant de combattre le sommeil qui rendait ses paupières lourdes. Mais la petite fille était tellement épuisée qu'elle finit tout de même par s'endormir, exténuée. Mais la petite voix désincarnée eut tôt fait de la réveiller. Une nouvelle fois, prise de panique, Lucie se demanda quand même si ce n'était pas son imagination qui lui jouait des tours, quand soudain elle entendit « Lucie, Lucie, je suis sur la 4e marche. » Plus aucun doute possible, Lucie ne rêvait pas. L'enfant se mit à pleurer à chaudes larmes et ne put retrouver le sommeil le restant de la nuit. Le lendemain, dans la cour de l'école, Lucie expliqua à ses camarades ses mésaventures depuis qu'elle avait reçu l'horrible poupée pour son anniversaire. Comme il fallait s'y attendre, ses amis se moquèrent ouvertement d'elle, la traitant de peureuse, menteuse ou de bébé. Mais Lucie s'en moquait. Elle n'entendait déjà plus les râleries
seule idée lui traversait la tête. S'il a fallu à la poupée seulement une nuit pour monter 3 marches, cela signifie qu'il ne lui en faudra plus qu'une pour atteindre le sommet de l'escalier, conclut-elle. La nuit venue, Lucie prit la décision de fermer la porte de sa chambre pour la première fois depuis sa naissance. Quand sa mère voulut éteindre la lumière, elle se retourna et demanda à Lucie pour quelle raison la fillette n'avait plus peur du noir tout à coup. C'est toujours le cas, maman, mais est-ce que je pourrais plutôt laisser la lumière de ma chambre allumée au lieu de celle du couloir? Non, Lucie, la lumière de ta chambre est trop forte, elle va t'empêcher de t'endormir. Lucie accepta donc de dormir sans lumière, la porte fermée. Toutefois, une fois sa mère sortie, la fillette ouvrit les volets de la fenêtre pour laisser pénétrer les faibles rayons de la lune qui parvenaient de l'extérieur. Elle commençait tout juste à somnoler quand retentit le bruit et la voix apparue 3 nuits plus tôt. Lucie, je suis arrivé à la dernière marche. Cette fois, la voix était claire, distincte, toute proche. Dans l'obscurité de sa chambre, la fillette entendit un cliquetis qui la fait sursauter de terreur. Elle n'en était pas sûre, mais il lui sembla voir la porte de sa chambre s'ouvrir lentement, très lentement. Le lendemain matin, le corps sans vie de Lucie gisait au bas de l'escalier. Ses parents conclurent que leur fille s'était levée pendant la nuit pour se rendre aux toilettes, qu'elle s'était encouplée et avait trébuché dans les escaliers, se brisant la nuque dans sa chute. On retrouva la vieille poupée à côté du petit corps inerte de la pauvre enfant. Lucie et la vieille poupée furent enterrées ensemble au cimetière local. Lors de la mise en terre, personne ne trouvait les mots pour qualifier la tragédie qui s'était produite. En guise d'adieu, la mère de Lucie lâcha ces quelques mots. Elle aimait cette poupée. Maintenant, elles sont ensemble pour l'éternité. Voilà, traduit de l'anglais de 2013. C'est une histoire assez connue. Je me rappelle que j'avais écrit une histoire. Enfin, j'avais écrit, en fait, c'était ma soeur qui me l'avait écrit, mais j'avais fait croire que c'était moi qui l'avais écrit. C'était au CP, je sais plus. Non, pas CP, CE2, je pense. On devait écrire une histoire qui faisait peur pour Halloween. J'avais écrit une histoire quasiment pareille, quoi. Sauf que, ouais, c'était pareil. En gros, c'était quasiment la même chose. Et ça me fait simplement penser, moi, cette histoire de poupée, que pendant longtemps, j'ai eu une peur d'une poupée qu'avait ma soeur, une fois de plus. Une poupée assez ancienne, grande, avec des habits anglais, tu sais, avec des dentelles un peu stylées, un chapeau et tout. Et j'ai eu vraiment peur de cette poupée pendant des années, de mes 5 ans à mes, je sais pas, 12 ans peut-être même. Et ouais, je faisais des cauchemars avec et tout. J'aimais pas cette poupée, tu vois. Et au bout d'un moment, je sais plus quel âge j'avais, bah, je suis allé lui défoncer sa gueule en fait. Et, voilà. Et depuis, bah, j'en ai plus peur parce que je l'ai explosé. Et puis, on l'a jeté. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça, cette histoire. Et également à Chucky. Les films Chucky, mais Chucky, tu vois, ça me fait rire. Même si petit, j'avais un peu peur, mais j'avais quand même. Chucky, c'est quand même un perso sympa. Si tu parles de l'histoire, voilà, il y a de l'humour. Il y a de l'humour noir, tu vois. Il est vulgaire, il est drôle. Le perso est cool. Enfin, mais ouais, c'est vrai que là, c'est clair que cette histoire, ça me fait penser un peu à tout ça. Donc voilà, dis-moi ce que t'en penses. Et on est tout de suite parti pour la deuxième histoire. Alors, la deuxième histoire s'appelle Les mains blanches. Il est écrit en dessous du titre. Il est parfois bon de ne pas être trop curieux.
Donc c'est un titre qui m'a interpellé parce que ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours, semaines peut-être, mais je te le raconterai à la fin de cette histoire. Donc c'est parti. Voici l'étrange histoire survenue à 4 adolescents qui se considéraient comme les meilleurs amis du monde. Depuis plusieurs mois déjà, ils étaient intrigués par certaines légendes mystérieuses racontées dans leur patelin. L'une d'elles, entourant un lieu terrifiant, avait particulièrement retenu leur attention. Dans le but de démontrer leur courage et d'impressionner quelques-uns de leurs amis, ils décidèrent de se rendre sur les lieux afin de prendre quelques photos dans le tunnel. Ils ne croyaient pas aux fantômes, bien sûr, du moins pas encore. Ce soir-là, quelques heures après la tombée de la nuit, l'un des adolescents prit la voiture de ses parents pour aller chercher ses amis. Aucun d'entre eux ne connaissait réellement l'endroit, mais ils avaient une bonne idée du chemin à emprunter pour s'y rendre. Ce tunnel se trouvait dans une montagne, non loin de la ville, et la vieille route pour s'y rendre était sinueuse et escarpée. Rien d'évident pour le jeune conducteur qui ne pouvait cacher sa joie lorsque, finalement, ils arrivèrent au tunnel. Il décida de laisser sa voiture à l'entrée du tunnel, les phares allumés, afin d'éclairer le sinistre endroit et de prendre une belle photo. Les 4 adolescents marchèrent donc jusqu'à l'intérieur du tunnel et tous ensemble répétèrent d'un ton fort et convaincu la phrase qui devait invoquer ce mystérieux fantôme. Montre-toi, peu importe qui tu es. Montre-toi, peu importe qui tu es. Montre-toi, peu importe qui tu es. Alors que l'écho du tunnel leur envoyait de nombreuses fois leur incantation, un malaise s'installait chez les adolescents. C'est juste une histoire stupide, dit l'un des garçons. Ouais, c'est de la foutaise, cette histoire. Prenons une photo et foutons le camp d'ici, lui répondit un compagnon en tenant visiblement de cacher sa peur. L'un d'entre eux posa donc la caméra sur le capot de la voiture et actionna la minuterie avant d'aller rejoindre ses amis qui prenaient la pause à l'entrée du tunnel. Une fois la photo prise, les adolescents retournèrent prendre place dans la voiture. Cependant, malgré que tout le monde était bien assis et attaché dans le véhicule, le conducteur ne démarrait pas la voiture. « Allez, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, on bouge !» insistait l'un des garçons, assis à l'arrière. Mais le chauffeur ne répondait pas. Il restait assis, sans bouger. « C'est quoi le problème? Démarre la voiture !» s'exclamait un autre compagnon. L'adolescent dans le siège du conducteur se tourna lentement pour regarder ses amis. Son visage était très pâle et des gouttelettes de sueur coulaient de son front. « Les gars, nous sommes amis, non ?» demanda-t-il d'une voix tremblotante. « Bien sûr que nous le sommes, » répondirent les autres. « Vous serez toujours là pour moi, n'est-ce pas? Si j'avais un problème, vous m'aideriez, pas vrai? » « Bien sûr. Mais qu'est-ce qui ne va pas?
lui demanda son ami assis à l'avant. Les yeux du jeune conducteur se remplirent alors de larmes et, en essuyant la sueur qui coulait sur son visage, murmura faiblement. Alors, regardez mes pieds. Les autres garçons échangèrent un regard perplexe avant de diriger leurs yeux vers les pieds du conducteur. Au pied de l'adolescent se trouvaient deux mains blanches qui semblaient sortir du plancher de la voiture. Les longs doigts difformes retenaient fermement les mollets du conducteur immobile. Les amis s'échangèrent alors des regards paniqués avant de se précipiter hors de la voiture en hurlant. Ils ne refermèrent pas les portières derrière eux et coururent jusqu'à ne plus avoir de souffle, aussi loin que leurs jambes pouvaient les mener. Ils descendirent près de la moitié de la montagne avant de s'arrêter et d'échanger des regards horrifiés. Ils prirent plusieurs minutes pour reprendre leur souffle, mais ils pensèrent vite à leurs amis qui étaient restés dans la voiture en très mauvaise compagnie. De plus, ils étaient beaucoup trop loin de leur quartier pour revenir en marchant. Ils retournèrent donc prudemment vers la voiture, en espérant croiser un automobiliste sur le chemin. Mais sur cette vieille route, les chances étaient plutôt faibles. Lorsqu'ils revinrent au véhicule, ce dernier n'avait pas bougé. Les portes étaient ouvertes et les phares éclairaient toujours le sinistre tunnel. Mais la voiture était vide, et même après avoir fait le tour des lieux, ils ne trouvèrent pas leurs amis. Leur ami, d'ailleurs, il ne fut jamais retrouvé. Donc, traduction adaptée d'une histoire qui serait inspirée d'une légende urbaine japonaise. Ouais, ils ont pas mal d'histoires d'esprit, les Japonais. Ouais, donc, à quoi ça me fait penser cette histoire par rapport à moi? Eh bien, tout simplement, comme je te le disais il y a quelques jours, quelques semaines, je montais l'escalier, enfin j'allais monter ou descendre l'escalier, et à gauche de l'escalier, quand arrivant de l'escalier à gauche, à droite, enfin ça dépend comment t'es tourné, eh bien, il y a une porte qui donne sur une chambre. C'était mon ancienne chambre avant. Et du coup, je monte, soit je descends, je sais plus. Bref, donc la porte était ouverte de cette pièce, et donc j'ai attiré par un truc un peu éclairé, vif, tu vois, qui n'était pas censé avoir parce qu'on était la nuit, tu vois. Il faisait noir, je descendais la lumière éteinte, quoi. Ou je montais, bref. Et donc je vois une genre de lumière, je me dis, attends, c'est quoi, c'est un truc d'allumé à travers la fenêtre, tu vois, dehors ou dans la pièce, tu vois, qui restait allumé. Et en fait, non, c'était une marque, une grosse marque, assez grosse quand même, une empreinte en fait, de main, qui était sur la fenêtre. Mais vraiment de couleur mais blanche, mais très blanche, tu vois, comme de la neige. Et trop chelou, tu vois. Un peu dégueulasse. Et tout visqueux, tout. Je dis ça parce que tout visqueux, parce qu'après, quand j'ai essayé de l'enlever, le lendemain, je faut pas déconner, tu vois, entendu que le soleil se lève tranquillement. Eh bien, ça collait de ouf et ça a été hyper complexe, hyper chaud à faire partir. Je te jure que ça collait. Donc voilà. La main blanche, pour ça les mains blanches, ça m'a fait penser à cette histoire de traces que j'ai retrouvée sur cette vitre il y a quelques jours de cela. Voilà, bon, on va passer à la dernière et troisième histoire. La troisième histoire s'appelle La ferme maléfique, un endroit qui n'avait vraiment rien pour plaire.
Danny n'avait pas envie de déménager. Passager dans la vieille voiture de sa mère, il regardait défiler le paysage au fur et à mesure que la route les guidait vers leur nouvelle vie. Quitter cette ville qu'il aimait et détestait tant à la fois, ses quelques amis et les nombreux connards qui lui faisaient la vie dure à l'école. Mais à 16 ans et sans emploi, il n'avait pas vraiment le choix. Sa mère venait à peine de se séparer de son petit ami et, plutôt que de se louer un appartement, elle avait trouvé cette fermette à louer, disponible immédiatement. Une semaine plus tard, il quittait la ville pour la campagne. La vue de sa nouvelle demeure ne devait pas changer son opinion. La maison n'avait vraiment rien pour plaire. Perdue au milieu d'un grand terrain mal entretenu, c'était une vieille et petite maison blanche à 2 étages, avec de vieilles fenêtres et des portes qui grincent. Les planchers étaient usés et les chambres minuscules. « Man, c'est de la merde cet endroit !» s'exclama Danny. « Cesse de toujours dire que tout est de la merde. Si tu avais fait un effort pour t'entendre avec Pierre, nous ne serions peut-être pas ici, » rétorqua sa mère. Danny se retint de répondre. Une autre dispute sur ce sujet n'était pas nécessaire. Il monta à l'étage et s'installa dans l'une des chambres. De sa petite fenêtre, il pouvait voir le vieux puits, la grange et les arbres immenses qui dominaient la cour. Ces arbres dont les troncs étaient larges comme 2 hommes. « Je vais faire un tour », cria Danny en sortant de la maison, sans attendre la réponse de sa mère, qui lui aurait certainement trouvé quelques travaux à effectuer. Ce terrain était si vieux qu'il y avait certainement quelque chose d'intéressant à découvrir. Il n'en pouvait plus de suivre sa mère. Les dernières journées avaient été pénibles et il se devait de se divertir un peu. La vieille grange l'intriguait. Peut-être y découvrait-il quelque chose. L'endroit était encore rempli de vieux outils rouillés et de foin. Les derniers occupants n'avaient rien apporté avec eux. La bâtisse de 2 étages était en ruine, tellement que Danny dut prendre ses précautions pour monter en haut de l'escalier, en piteux état. À peine avait-il commencé à explorer la mezzanine, lorsque soudainement des battements d'ailes vinrent déchirer le silence qui régnait dans l'endroit. Danny fit volte-face et trébucha sur de vieux matériaux qui jonchaient le sol. Des pigeons qui avaient élu domicile sur la mezzanine volèrent en panique autour de l'adolescent, avant d'aller se poser en hauteur sur une poutre du toit. Danny, se sentant un peu ridicule, se releva promptement. Il avait eu bien peur, mais la nervosité ne le quitta pas. Il senta la colère monter en lui. Il souhaitait quitter cet endroit, quitter cette grange, partir de cette fermette hideuse. Alors qu'il marmonnait sa haine envers sa nouvelle vie, un courant d'air froid envahit brusquement l'endroit. Danny eut d'étranges frissons dans le dos, tellement qu'il regarda derrière lui pour s'assurer qu'il était bien seul. Alors qu'il s'agrippait prudemment à la rampe et entreprit de descendre le piteux escalier, cette sensation de froid revint à nouveau, mais cette fois,
il entendit quelque chose, une voix sépulcrale venue des abysses qui lui murmurait « Danny !» Il n'en fallait pas plus pour que le jeune homme soit saisi d'une panique incontrôlable. Il dévala l'escalier en quelques pas et courut hors de la grange. Regardant derrière lui, il vit une forme noire, humanoïde, qui se dressait dans les pénombres du bâtiment. Il courut rejoindre sa mère, mais s'arrêta avant de pénétrer dans la maison. Il savait trop bien que, s'il y racontait sa mésaventure, sa mère ne le croirait pas et qu'elle l'accuserait encore d'inventer des histoires pour lui compliquer la vie. Il rentra et vint voir sa mère. Elle continuait à déballer ses boîtes de déménagement. Danny lui donna un coup de main. Ils soupèrent ensemble et plus tard regagna dans sa chambre sans lui parler de sa mésaventure. Regagna sa chambre. Depuis sa fenêtre, il ne pouvait cesser de fixer la grange. Le vent s'était levé et les branches des arbres créaient des ombres inquiétantes qui semblaient danser dans la cour. Les arbres, si majestueux, la journée si majestueux pendant la journée ensoleillée, avait soudainement un air étrange, une apparence terrifiante. Danny aperçut pendant un instant la silhouette bien définie d'un homme qui rôdait aux alentours de la grange. C'en était trop. Il alla voir sa mère. « Maman, il y a quelqu'un dans la cour. Je viens de voir quelqu'un dans la cour, cria-t-il en entrant dans la chambre de sa mère. Mais voyons. Sa mère et lui observèrent la cour pendant de longs instants. Mais il n'y avait personne. Craintive, elle fit le tour de la maison et vérifia que toutes les portes étaient bien verrouillées. Ce ne sont probablement que les ombrages des arbres, Danny. Il n'y a pas à s'inquiéter. Retourne dormir. Maman, il y a quelque chose de pas net dans la grange. Je crois qu'elle est tentée. Sa mère lui sourit en lui caressant la tête. Ne croyant pas aux fantômes, elle le rassura en lui disant qu'ils iraient jeter un coup d'œil à cette grange le lendemain. Cette nuit-là, Danny eut beaucoup de difficultés à s'endormir, se relevant parfois pour regarder par sa fenêtre. La maison craquait de partout, et cela angoissait l'adolescent. Un moment, il crut entendre quelqu'un marcher sur le perron. Ou était-ce peut-être que le vent? Il parvint finalement à s'endormir, fatigué des émotions de la journée. Le lendemain matin, Danny tenait Mordicus à monter montrer l'étrange grange à sa mère. Mais alors qu'ils se retrouvèrent devant, il s'arrêta net. L'aspect lugubre de cet endroit, même éclairé par les rayons du soleil, lui glaçait le sang. Laisse faire, maman, je ne veux pas y retourner. Il y a quelque chose de malsain dans cette grange. Je ne veux pas y retourner. D'accord, Danny. Tu sais, de toute façon, c'est dangereux comme endroit. J'aime aussi bien que tu n'y ailles pas, répondit-elle en bifurquant tout naturellement vers le puits. Ce genre de mot que t'as pas l'habitude de dire. Pourquoi tu dis cela, rétorqua Danny. Parce que c'est un endroit dangereux. C'est une vieille bâtisse, et je ne veux pas qu'il t'arrive un accident.
C'est probablement rempli de vieux clous rouillés. Tu ne me cacherais pas quelque chose, man? Demanda Danny, sur un ton inquisiteur. Bien sûr que non, répliqua la dame, en s'asseyant sur un muret près du puits. Il n'y a rien à cacher, Danny. Tu te fais encore des idées. Nous allons être bien ici. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. Danny se tut. Il connaissait par cœur le discours que sa mère était sur le point d'entreprendre. Il détourna les yeux et s'attarda au vieux puits qui décorait la cour. Lorsqu'il regarda à l'intérieur, il eut brusquement un recul et un haut le cœur. Il n'y avait pas d'eau dans le puits, et tout au fond, le squelette d'un animal s'y trouvait. Sa mère y jeta immédiatement un coup d'œil. On dirait une biche. Probablement qu'elle y est tombée et que, incapable d'en sortir, elle est morte de ses blessures. C'est vraiment triste, dit sa mère. Danny, lui, avait des frissons. Il avait un mauvais pressentiment, et les choses allaient de mal en pis. Il anticipait déjà sa prochaine nuit d'horreur dans ce lieu maudit. Ils passèrent le restant de la journée à déballer tranquillement ce qu'il restait du déménagement. Avec un peu de décoration, l'endroit paraissait un peu moins lugubre, mais Danny sursautait à chaque craquement, chaque petit bruit. Cette maison semblait craquer en permanence. La nuit vint et le jeune homme gagna finalement son lit. Fatigué de sa journée et du manque de sommeil de la veille, il crut pendant un moment être capable de s'endormir, quand un grattement se fit soudainement entendre. De petits coups irréguliers à sa fenêtre. Danny se leva et jeta prudemment un coup d'œil. Ce n'était qu'une branche d'arbre qui frappait la vitre de sa fenêtre. Mais cet arbre n'était pas là hier, il réalisa soudainement Danny. Depuis sa chambre, il ne pouvait plus voir la grange. Les arbres semblaient s'être déplacés. Danny regagna son lit. Il tremblait de tout son corps. Il ne comprenait plus rien. Comment cela était-il possible? C'était de la folie. Alors que l'angoisse l'envahissait, il ressentit soudainement, encore une fois, cette brise froide qui pénétra dans sa chambre. Il eut cet étrange picotement à la nuque. Paralysé par la peur, il ne fit rien et resta silencieux. Peut-être cette chose partirait-elle d'elle-même. Des sueurs froides perlaient sur son front. Et alors qu'il tentait de reprendre son souffle, cette voix sépulcrale s'élevait de nouveau derrière lui, comme un murmure à son oreille. « Bonsoir, Danny. » Danny fut pris de panique, se libérant soudainement de cette paralysie, et il cria de toute cette force. « Mais laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix !» hurla Danny en se précipitant hors de sa chambre. Il dévala les escaliers et se mit à rassembler plein de choses dans un sac à dos qu'il trouva à la cuisine. Alerté par tout ce boucan, sa mère vint le rejoindre. Consternée, elle regarda Danny courir dans toutes les directions pour rassembler quelques-unes de ces choses. Tremblotante, elle s'assit dans son fauteuil, de peur que ses jambes cessent de la soutenir. Que fais-tu, Danny? dit-elle, la voix pleine d'émotion. Nous devons partir immédiatement. Allez, lève-toi, cette foutue baraque est maudite. Nous devons aller à la voiture, lui cria Danny.
De quoi parles-tu, Danny? Reste calme, viens t'asseoir. Tu ne vois donc pas, reprit brusquement Danny. Il y a une présence malfaisante ici. Elle m'a parlé 2 fois. Elle n'est plus seulement dans la grange, mais dans la maison aussi. Tu ne vois pas, les arbres se déplacent, les arbres se rapprochent de la maison. Ils bougent. Cet endroit est démoniaque. Viens à la voiture. Danny sortit de la maison en trombe, courant jusqu'à la voiture, et sans fermer la porte derrière lui. Sa mère était pétrifiée, assise dans son fauteuil. Elle était paralysée par la peur. Le corps aurait dit. Elle se leva néanmoins et se dirigea vers le comptoir de la cuisine. Elle saisit alors le téléphone et composa d'une main tremblante un numéro qu'elle ne connaissait que trop bien. Docteur Martin, c'est Dolphine. Je suis vraiment désolé de vous appeler à une heure pareille. Oui, Madame Desbiens, j'attendais votre appel. Alors, les choses se passent comme elles devraient. Non, docteur, cette fois ce sont les arbres qui lui courent après. Je ne sais plus quoi faire. Il me fait peur. Je vais encore devoir appeler la police. Il est complètement hystérique. Je sais bien, madame. Nous allons devoir envisager une autre solution. Bah écoute, c'était nul, hein. Moi, je t'ai lu cette histoire, en vrai, je pensais qu'il y avait un truc un peu paranormal. Parce que, vu que c'est sur un terrain, une ferme, tu vois, ça m'a fait penser un peu à moi. Vu que je compte acheter un terrain où l'idéal, ça serait un terrain, une ancienne exploitation, enfin un ancien... On appelle ça des terrains... enfin, en fait, il y en a, ils appellent ça des terrains de loisirs. C'est-à-dire, c'est des terrains, en fait, le vrai terme, c'est que c'est juste des terrains non constructibles. Mais à l'époque, il y avait des exploitations, des fermiers qui habitaient. Donc, ça doit être non constructible. Vu qu'à l'époque, il y avait les bâtiments. Si tu achètes ce genre de terrain non constructible, mais qu'il y a déjà un bâtiment dessus, tu n'as pas le droit de construire. Mais les bâtiments qui étaient déjà là avant que ça soit non constructible, tu peux habiter dedans. Bah, c'est les lois. Comme d'hab, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit, on va peut-être lire une histoire au niveau de trucs qui pourraient se passer si j'achète un terrain, qu'il y a des choses bizarres qui se trament. Voilà. Bon bah écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as aimé évidemment aussi la semaine d'Halloween. On repart demain avec la vidéo des 8000 abonnés. Voilà, voilà. Je te laisse, prends soin de toi, fais de beaux rêves et on se dit à très très bientôt. Allez, salut.